Puis il y a déjà énormément de personnes qui ont commencé à fermer. C'était une erreur du budget et donc les erreurs, ça se corrige. Si demain on leur met la TVA, ils referment et on revoit un centre-ville désertique. Pour moi, c'est pas compliqué. Si la loi passe, j'arrête mon activité. Les auto-entrepreneurs français poursuivent leurs appels à l'aide. Pour rappel, le gouvernement a voté une mesure qui abaisse le seuil de franchise de TVA à 25 000 € pour les micro-entreprises. Une fois que ce seuil est dépassé, les entrepreneurs doivent verser 20% de leur chiffre d'affaires à l'État. Beaucoup d'entrepreneurs craignent d'être ruinés par cette réforme. Ce matin, une réunion de concertation a lieu entre la ministre de l'économie et des parlementaires. Nous nous sommes rendus à un rassemblement sur place. Quelles que soient les concertations en cours, quelles que soient les propositions gouvernementales, nous on ne décolère pas, on veut un retour et on veut une abrogation de cette mesure. Depuis la dernière fois, on nous a suspendu la mesure jusqu'au 31 décembre 2025. Et donc on nous a un peu sorti la tête de l'eau finalement en disant prenez une bouffée d'air pendant l'été, on suspend un peu les choses pour redonner un peu de temps à la concertation et puis redonner un peu de dynamisme économique. Mais on va nous replonger la tête dans l'eau dès le début de l'automne puisqu'on va rediscuter du projet de loi de finances de l'année prochaine. Et on n'est absolument pas dupe. Le gouvernement n'a pas changé sa vision et le gouvernement a envie de reposer un débat sur les plafonds de TVA en ayant des plafonds qui sont beaucoup trop bas par rapport à ce qu'on avait au préalable. Donc on est très inquiet, on n'est pas écouté, on n'est pas entendu, on est en colère par rapport à ce que le gouvernement est en train de préparer. Et surtout, on ne peut que constater le fait que les auto-entrepreneurs n'ont pas de visibilité. Dès le début, on a évidemment porté une parole très claire et très forte qu'il fallait abroger cette mesure parce qu'elle était délétère pour nos auto-entrepreneurs, auto-entrepreneuses. Ça revenait à demander en moyenne une taxe supplémentaire de 4 000 € à des gens qui génèrent un revenu qui est plutôt proche du SMIC. Donc évidemment, ça n'avait pas de sens, c'était une erreur du budget et donc les erreurs, ça se corrige. C'était une bonne chose que d'abord le gouvernement suspende cette mesure. On avait salué cette action qui avait été annoncée par le ministre Lombard et la ministre Louwagie. Maintenant, on a continué à pousser, on avait fait une tribune, on a déposé une proposition de loi d'abrogation voilà, pour matérialiser et sécuriser tout le monde. Nos auto-entrepreneurs, auto-entrepreneuses, il faut les aider, il faut les soutenir et pas leur couper les ailes. Comment vous expliquez le système fiscal français? Qu'est-ce qui pourrait avoir conduit à cette décision, à votre avis? C'est une inconscience? C'est un calcul? Qu'est-ce que ça pourrait être? Donc pour nous, en fait, c'est la convergence de deux actions assez classiques autour du régime. La première, c'est celle des lobbies du BTP, des lobbies du bâtiment qui, en fait, n'ont jamais décoléré contre le régime et depuis 2009 veulent finalement amoindrir le régime de l'auto-entreprise dans le bâtiment. Ils considèrent, parce que le bâtiment va mal, que tuer un petit concurrent, c'est toujours favorable. Et donc leurs actions politiques régulières, incisives, très fortes, notamment au sein du Sénat, leur ont permis de rentrer par cette porte-là et donc de nous faire mal. Puis le deuxième, c'est que, évidemment, et ça c'est le plus dur à vivre, le gouvernement nous a considérés comme une des multiples variables d'ajustement budgétaire. On veut trouver de l'argent aujourd'hui en France, et au lieu de faire des économies sur les dépenses du grand train de l'État, on fait des recettes supplémentaires sur le dos des plus petits d'entre nous, c'est-à-dire les auto-entrepreneurs qui ont eu le courage de créer une activité, ont eu le courage de se lancer, de prendre des risques. Pour certains ont perdu leur emploi et se sont levés tôt le matin pour aller créer voilà, une clientèle et leur propre emploi grâce à ce régime. Et aujourd'hui, on leur remet la tête sous l'eau. Et c'est ça qui est terrible. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de réflexion, si vous voulez, plus profonde de la part du gouvernement ou de la part des services financiers de l'État. Aujourd'hui, la seule réflexion qu'ils ont, c'est on a besoin d'argent. Il y a 1 million d'auto-entrepreneurs en France qui sont là, à qui on peut demander plus de TVA. Et donc on va faire un fichier Excel et puis on va leur taper dessus parce qu'on va gagner 400 millions comme ça par miracle. Aussi bien la gauche que la droite s'opposent à cette mesure, je pense, il me semble, à de très rares exceptions près. Comment est-ce que vous expliquez cette erreur? Est-ce que vous avez une interprétation? Alors d'abord deux choses. D'abord il y a quand même une forme d'hypocrisie quand même de certains partis politiques, la France Insoumise ou le Rassemblement National, qui maintenant défendent l'abrogation de cette mesure. Mais je rappelle que le Rassemblement National avait déposé des amendements dans le processus budgétaire qui étaient bien pires que la mesure gouvernementale, puisqu'ils abaissaient le seuil à 18 500 €. De l'autre côté, la France Insoumise, c'est une autre forme d'hypocrisie. Ça fait des années qu'ils se battent contre le statut d'auto-entrepreneur. Et ils l'ont répété à nouveau là dans la Réunion. Donc là, ils sont pour l'abrogation de la mesure parce que voilà, ça les arrange et c'est pour aller dans le sens du vent. Mais il faut être clair qu'ils se battent
contre le statut d'auto-entrepreneur. Donc si j'enlève ces hypocrisies-là, la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à se mettre d'accord sur le fait qu'il faut abroger. Pourquoi on en arrive là? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a un des sujets qui est lié à la difficulté de faire passer un budget dans la configuration politique à l'Assemblée nationale où nous n'avons pas de majorité ni absolue ni même relative, ce qui génère un processus de passage du budget en 49.3 qui fait qu'il y a des choses qui ne sont pas étudiées dans l'hémicycle et donc qui ne passent pas par le tamis de la discussion parlementaire et donc ça augmente le taux d'erreur parce que l'intérêt de faire passer ça dans l'hémicycle, que ce soit débattu, c'est d'abord plus démocratique évidemment, mais ça permet aussi de repérer des choses qui en fait sont peut-être des très mauvaises idées et donc le processus plus difficile qu'on a compte tenu de la configuration politique du moment, eh bien, il peut mener aussi plus facilement à ce genre d'erreur. C'est pour ça que voilà, c'est plus compliqué, il faut qu'on travaille collectivement pour faire mieux au prochain budget dans 6 mois. On a un petit peu avancé puisqu'on a obtenu une suspension jusqu'à la fin de l'année. Néanmoins, ça ne nous rassure pas parce que le gouvernement maintient toujours avec ces nouveaux seuils, à savoir la vente qui passe de 85 à 37 500 et le BTP à 25. C'est pas possible, ces entreprises ne pourront pas tenir avec des seuils à ce niveau-là. Là, ils veulent baisser le seuil à 25 000, soi-disant qu'on ait une concurrence déloyale, nous, dans le bâtiment. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le chiffre d'affaires que rapporte le bâtiment en France, l'auto-entrepreneur, c'est 3,4% seulement. Alors, on parle de concurrence déloyale, 3,4% c'est minime, c'est vraiment minime. Donc pour moi, c'est juste des excuses pour trouver encore un peu plus d'argent, sachant qu'aujourd'hui la France elle est surendettée, il faut le dire, 3 200 milliards il me semble. Là c'est une loi où ils veulent rapporter à l'État 400 millions. Je ne pense pas qu'ils les auront, sachant, comme a dit tout à l'heure Patrick, le responsable de la FNAE sur le centre Val-de-Loire, il y a un tiers qui risque d'arrêter l'activité due à ce seuil abaissé. Un autre tiers qui ne voudront pas dépasser ce seuil, il ne restera plus qu'un tiers en fait, qui paieront la TVA. Donc pour moi, ce n'est pas compliqué. Si la loi passe, j'arrête mon activité. Ma clientèle j'ai déjà fait un sondage auprès d'elle et il y a la moitié de ma clientèle qui m'a déjà dit qu'elle allait espacer leur rendez-vous, qu'elles vont espacer leur rendez-vous et pour certaines même arrêter les techniques. Donc pour le coup, moins de clientèle, moins de chiffre d'affaires, encore moins rentable. Et aujourd'hui, je gagne 1 500 € par mois, ça veut dire que je vais gagner moins de 1 000 €. C'est pas possible, on ne peut pas vivre avec moins de 1 000 €. J'ai une famille, j'ai 3 enfants, j'ai des crédits à payer, je peux pas, c'est pas possible. On peut voir que dans les autres pays, ils ont au contraire augmenté les seuils. En Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Italie, ça se porte très bien, ça rapporte beaucoup plus à l'État. Il n'y a qu'en France où on fait l'inverse. Donc on marche sur la tête dans ce pays, désolé de l'expression, mais donc du coup, moi, j'ai peur d'un côté parce que je sais que j'aurai plus cette liberté si je ferme mon entreprise, mais je sais que je ne peinerai pas à trouver du travail dans mon secteur d'activité. Après, ça ne sera peut-être pas le cas pour d'autres secteurs d'activité. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là, on continue à manifester pour qu'il puisse y avoir une abrogation totale de cette loi, qu'on puisse continuer à avoir notre liberté. Est-ce que vous auriez un message à adresser au gouvernement ? Madame de Machin, on a bien compris que vous aviez besoin d'argent, mais néanmoins, ne venez pas nous taper dessus. On est trop petits. Vous allez faire couler des milliers d'entrepreneurs pour ne récupérer que quelques dizaines de milliers d'euros. C'est tout ce que vous récupérerez parce que plus de la moitié des entrepreneurs projettent de fermer. Il faut savoir qu'en février, là, selon les chiffres sur la création d'entreprises, il y a eu 20% de création en moins. Sur le mois de février, on n'a même pas les chiffres de mars et on sait déjà que sur le premier trimestre 2025, il y a déjà beaucoup plus de personnes qui sont au chômage et des fermetures massives. Il y a déjà énormément de personnes qui ont commencé à fermer. J'ai que deux choix, c'est soit j'augmente mes tarifs de 20%, mais là j'ai plus de clients, parce que j'ai des clients qui sont à 5% près sur les prix. Et j'ai fait un petit sondage auprès de ma clientèle et je sais que j'en perds au moins 80%. Soit je rogne sur mes marges. Et rogner sur mes marges, ça a une conséquence assez importante, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que je ne récupère pas tant de TVA que ça, c'est-à-dire que je vais en décaisser beaucoup, mais je ne vais pas en récupérer beaucoup, j'ai à peu près 10 ou 15% d'achat sur mes ouvrages. Donc ça veut dire que je vais décaisser beaucoup de TVA pour en faire remonter à l'État, et donc ça va impacter mes revenus. Là, ça voudrait dire que je serai à 1 000 €. Donc à 1 000 €, je fais quoi?
je supprime ma complémentaire santé, je mange 2 fois par jour, mes enfants, je les envoie plus en vacances, enfin, voilà. Donc c'est pas tenable. Ça s'additionne en fait avec d'autres mesures qui sont venues nous impacter à la même période, en début 2025. D'abord, il y a eu la loi Le Meur qui nous a, qui est la loi anti-Airbnb, qui a englobé les chambres d'hôtes avec les Airbnb, alors qu'on ne fait pas du tout le même métier, puisque on accueille les gens en chambre d'hôte, on accueille les gens chez nous. Donc en fait, on ne prend pas de logement sur le marché locatif. Surtout, moi, ce qui est très très impactant pour nous, c'est qu'on a été impacté par une modification des taux de cotisation pour l'URSSAF. 9% plus éventuellement 10% de TVA. C'est impossible pour continuer, quoi. Moi, j'ai plus rien comme reste à vivre, j'ai plus rien. Si on disparaît, on va être nombreux dans mon cas. Il y a pas mal de forgerons qui sont en auto-entreprise et qui mettront la clé sous la porte. Donc c'est une disparition complète d'un savoir-faire séculaire. C'est-à-dire que le métier de forgeron et de ferronnier d'art, c'est des choses qui se sont héritées depuis des siècles et des siècles. Et on fait partie du patrimoine vivant. C'est-à-dire que la France est un pays riche au niveau culturel et au niveau patrimonial. On l'a bien vu avec Notre-Dame, par exemple. Dans la cathédrale, il y avait des tailleurs de pierre qui sont venus retravailler, des vitraillistes sont venus retravailler avec les anciennes méthodes d'époque, parce que c'était ce que les archéologues voulaient, et y compris tout ce qui était ferronnerie, et aussi les forgerons qui ont fabriqué et forgé les outils pour permettre, par exemple, aux charpentiers de refaire les charpentes. Donc soit on nous protège et on nous aide, donc il faut éviter peut-être de nous mettre des pressions financières trop importantes, il faut plutôt, au contraire, je dirais, libérer un petit peu l'entrepreneuriat artisanal et la micro-entreprise pour faire en sorte que le patrimoine et le savoir-faire français puissent continuer de perdurer, et on en a bien besoin. Je suis en milieu rural, avec une clientèle qui n'est pas une clientèle très riche. Je contribue aussi à pouvoir permettre à des gens qui ont des revenus moyens de venir passer quelques jours, un petit week-end, de se faire un petit plaisir. Donc si j'augmente mes tarifs, je vais perdre cette clientèle-là. Moi, j'ai vraiment l'impression de faire partie du tissu économique de ma ville. Et puis non, quoi. Il va falloir tout arrêter. Il va falloir. Donc, voilà, moi, je suis triste, je suis en colère. En même temps, je suis contente parce que je vois qu'ici, il y a plein d'autres gens et que finalement, je ne suis pas toute seule et qu'il y a des gens qui nous défendent, que la FNAE nous défend et qu'on va peut-être réussir, j'espère, à s'en sortir. Donc, je veux garder de l'optimisme, mais c'est dur tous les jours, quoi. De se lever le matin et de penser à tout ça, c'est dur. L'autre point, c'est ce qui vient des pays à faible coût de production, et on y est aussi nous confrontés, que ce soit par exemple en ferronnerie d'art ou en coutellerie, où on voit déferler dans les GMS des produits qui nous concurrencent, que ce soit en coutellerie ou en produits de ferronnerie d'art, à très faible coût. J'ai regardé un petit peu les chiffres. Par exemple, sur les importations chinoises en France, sur 2024, c'est 70 milliards d'euros, tout confondu. 4 milliards d'euros rien que pour les produits métallurgiques. Voyez. Donc si, sur ces 70 milliards d'euros, le gouvernement français avait le courage d'imposer, de mettre une taxe de 1%, ne serait-ce que 1%, ça ne ferait pas exploser les prix et la GMS hurlerait pas au scandale, et ça ferait quand même rentrer 700 millions d'euros. C'est nettement plus que les 400 millions d'euros qui étaient attendus sur cette réforme en franchise de base de TVA. Donc je pense que des solutions, il y en a. Et il n'y a pas plus tard qu'une semaine, notre ministre de tutelle, Mme Louwagie, s'est dit, comment dirais-je, très concernée et a vraiment à cœur de soutenir le Made in France. Eh bien, ouais, alors aidez-nous, soutenez-nous et ne nous mettez pas des entraves dans les jambes en nous mettant des taxes supplémentaires qui vont nous asphyxier, mais au contraire libérer. Et puis à ce moment-là, taxer ceux qui viennent effectivement nous concurrencer de manière complètement déloyale sur notre propre territoire. Moi, je suis partie en vacances en Dordogne. J'ai vu des rues qui étaient désertes. Quelques années plus tard, j'ai eu le plaisir de voir des commerces qui avaient rouvert. Sur les 7 commerces dans la rue, il y en avait 5 qui étaient en micro-entreprise. Si demain on leur met la TVA, ils referment et on revoit un centre-ville désertique. Et ça, c'est triste.
Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a beaucoup de micro-entreprises. C'est le lien social pour pas mal de gens. Ma grand-mère est âgée, elle a plus de 90 ans. Elle a une coiffeuse à domicile qui vient. Ça lui fait du lien social. Elle voit quelqu'un parce qu'elle ne peut plus se déplacer pour aller se faire coiffer. C'est pareil pour sa pédicure, c'est pareil pour sa styliste ongulaire, c'est pareil pour sa femme de ménage. C'est aussi des gens qui gardent le lien, qui font que les personnes âgées gardent un lien social. Voilà. Je n'avais pas du tout imaginé ça. Je suis proche de ma fin de carrière, je suis à 2 ans de ma retraite. Donc ce n'était pas tout à fait mon projet de finir avec à peu près 900 € net par mois parce que je devrais payer à l'État quelque chose que je n'ai jamais payé de ma vie. Et je ne fais concurrence à personne puisque dans les métiers du bien-être, nous ne concurrençons pas les professions réglementées qui ne payent pas de TVA. Je m'inquiète pas trop pour moi parce qu'à 2 ans de la retraite, j'ai envie de dire, ça va relativement. J'ai un conjoint, mais je m'inquiète pour ma fille. Son conjoint qui est en auto-entreprise, elle, qui a 25 ans, elle était toute heureuse en décembre de me dire « Maman, ça y est, je suis à 20 000 € de chiffre d'affaires, bientôt je pourrai être complètement autonome. » Mais oui, mais elle va vite arriver à 25 000 € et elle va vite devoir payer de la TVA. Et comment va-t-elle faire ? C'est un seuil énorme, ce passage de la TVA. J'ai pas mal de graphistes, je ne sais pas pourquoi. J'ai plusieurs clientes qui sont graphistes. J'ai une jeune cliente qui est peintre décoratrice, etc. Ils sont tous en danger. Ils ont voulu taper dans toutes les chambres d'hôtes, ils ont confondu Airbnb et chambre d'hôtes, c'est ça? En fait, en chambre d'hôte, on ne fait pas le même métier que ce qu'on appelle un Airbnb. Un Airbnb, c'est ni plus ni moins qu'une location de meublé. Les chambres d'hôtes, c'est pas ça. C'est ce qu'on appelle les B&B en Angleterre. On accueille les gens. Moi, j'accueille les gens chez moi, dans ma maison. C'est moi qui les accueille, c'est moi qui leur ouvre la porte, c'est moi qui leur prépare leur chambre. Ils ont une chambre qui est faite, la chambre est faite, le linge de toilette est fourni, il n'y a rien à faire, ils ne font pas de ménage à la fin. Ils ont le petit déjeuner, moi je propose que des produits locaux, essentiellement agriculture biologique du coin. C'est moi qui leur sers le petit déjeuner. Ça n'a rien à voir. Moi, je suis plus un petit hôtel qu'un Airbnb en fait. Vous allez payer un ostéopathe peut-être 78 € parce que vous avez très très mal. Mais vous n'allez pas payer une séance en psychopratique pour se coacher sur une crise d'angoisse. Vous allez voir votre médecin et prendre des anxiolytiques. Vous voyez? Et vous allez risquer de devenir accro aux anxiolytiques. Parce que c'est remboursé par la sécurité sociale. C'est un autre problème, je crois. C'est intéressant de faire ce lien. Mais c'est global. Vous voyez, c'est-à-dire que tout ça, c'est toute une chaîne de conséquences. Le consommateur est impacté. Si les personnes vont moins sur les professionnels de bien-être, je connais des profs de yoga, je connais des profs de qigong, si elles augmentent leurs tarifs, il y a des personnes qui ne prendront plus de cours. Or, ça équilibre leur semaine, ça évite peut-être un burn-out, ou peut-être ça passe un peu mieux quand on rentre à la maison et qu'un enfant fait sa crise d'ado. Vous voyez, c'est toute une chaîne de conséquences, cette histoire-là.